Uber France et deux de ses responsables sont donc convoqués aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre de l'application controversée d'Uber Pop. L'occasion pour nous de se pencher sur ce phénomène d'économie collaborative induite par Internet. Pour en parler avec moi, deux personnes. Laure Belot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi. Et puis Bruno Teboul, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Économie, Ubérisation égale économie déchirée. Vous êtes également directeur scientifique du groupe Kérus, c'est ça? Exact. Alors, Bruno Teboul, on va commencer par vous. Quand on parle d'ubérisation de l'économie, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors l'ubérisation de l'économie, c'est effectivement un phénomène à la fois récent parce que le néologisme, en tout cas le concept l'est. En revanche, ça renvoie pour moi à une transformation plus profonde qui est liée, si vous voulez, à la numérisation de la société, à la numérisation du monde. L'exemple particulier d'Uber et d'Airbnb, c'est que ce sont des sociétés, pour le coup américaines, des startups, qui ont effectivement mis en place des plateformes numériques, pour faire simple, donc de désintermédiation de la relation entre, là pour le coup, des chauffeurs, ou alors des chambres d'hôtes ou des hôtels, avec des consommateurs directement. Et ça permet effectivement donc, de raccourcir, entre guillemets, les effets et les intermédiaires et de raccourcir donc effectivement les circuits, pardonnez-moi, entre consommateurs et prestataires ou offreurs de services. Donc l'ubérisation, c'est ce phénomène d'apparition à la fois virulente, entre guillemets, rapide, de sociétés qui sont des start-up et qui ont pour le coup, vraiment balayer, siphonner, bouleverser des acteurs en place qui sont les acteurs de l'économie plus traditionnelle. Laure Belot, les citoyens s'emparent en fait du numérique, c'est ça que vous expliquez, pour casser les codes. Oui, en fait, c'est pas spécialement pour casser les codes. Déjà, c'est qu'ils ont un outil, et avec cet outil, ils font plein de choses. Ils apprennent, ils achètent, ils troquent. Ils sont dans l'illégalité sans vraiment le savoir d'ailleurs. On est tous de temps en temps dans l'illégalité. On télécharge des choses et on se rend pas compte que c'est quelque chose qui est illégal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le bas de la société est en train de pousser. Ça, c'est le premier point. Le haut de la pyramide sociétale a du mal à l'accepter. C'est toujours un peu la même chose dans une révolution technologique. Il y a toujours les gens qui ont le pouvoir, qui ont du mal à accepter que des choses se passent en dessous et qui vont chercher à figer la situation. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a de nouvelles élites. C'est qu'il y en a certaines qui sont dépassées, et puis il y a d'autres grands groupes. Alors on appelle les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, etc. Mais il y a aussi les ABTX en Chine, qui eux ont très bien compris ce qui est en train de se passer. Donc le sous-titre, c'est comment Internet dérange l'ordre établi, c'est que l'ordre est déjà rangé différemment. Dans les 25 premières fortunes mondiales, il y a déjà 6 fortunes qui viennent du code informatique. C'est-à-dire qu'il y a des grands groupes qui ont compris ce qui se passe. Rien n'est gratuit sur Internet. Nous sommes la monnaie d'échange, nos données personnelles sont monétisées, si bien qu'au bout du compte, ils prennent des positions très claires et il est vrai que les usagers ont du mal à saisir aussi ce qui se passe à ce niveau-là. Quand vous dites économie déchirée, point d'interrogation, c'est ça que ça veut dire, c'est que l'économie classique telle qu'on la connaît est en train de partir en lambeaux et qu'il va falloir accepter cette révolution? Alors, c'est une évolution même du capitalisme, puisqu'aujourd'hui, ces sociétés, par exemple, bouleversent effectivement les codes et les économies en place, mais surtout ont un mode de fonctionnement très particulier. Ce sont des sociétés qui n'ont pas d'infrastructure, qui ont peu d'intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'ils investissent très peu. On sait qu'Airbnb n'a pas d'hôtel ni de chambre d'hôte, qu'Uber n'a pas de taxi. Donc oui, ça modifie, si vous voulez, la donne sur un plan économique, parce que ce sont des entreprises extrêmement agiles qui ont levé des fonds. On parle de licorne, de unicorn, parce qu'ils lèvent jusqu'à parfois plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ils sont valorisés plusieurs dizaines de milliards de dollars, beaucoup plus que nos groupes industriels classiques. Donc en effet, ça change la donne. Ça a des répercussions non négligeables sur l'emploi, sur l'innovation de toute façon. Donc effectivement, ça bouleverse l'économie classique et traditionnelle. L'exemple du Bon Coin est assez significatif aussi, où là, c'est carrément les citoyens qui ont pris en main un marché. Alors il faut faire quand même la différence entre l'économie collaborative ou l'économie de partage et puis ce qu'on appelle le capitalisme des plateformes, c'est-à-dire ces acteurs qui pour autant sont des sociétés capitalistes et capitalistiques, qui ont des fonds, qui ne sont pas dans le partage forcément. L'exemple du Bon Coin est intéressant parce que tout à chacun peut vendre et proposer ou acheter un produit dans une forme d'économie connectée. C'est pas forcément du partage au sens équitable, solidarité. On n'est pas dans une économie collectiviste pour autant. Donc il y a bien à différencier, me semble-t-il, une économie véritablement très orientée, financiarisée et hyper capitaliste, qui est une économie un peu nouvelle, liée à ces sociétés numériques, et puis une économie du partage, qui est plutôt fondée sur la coopération, sur la création de ce qu'on appelle donc des communs, qui sont par exemple les logiciels open source, tout ce qui peut être aujourd'hui partagé sur Internet gratuitement, téléchargé,
légalement et gratuitement. Ça fait partie de cette économie du partage. Donc on distingue les deux. Néanmoins, je vous entends bien, mais néanmoins, c'est aussi, si Internet a bousculé les codes, je pense que c'est aussi la crise qui a fait que, en fait, les citoyens se sont organisés différemment et ont utilisé cet outil qui est Internet. Parce que Airbnb, en quelque sorte, c'est aussi des propriétaires tout à fait comme vous et moi qui mettent leur appartement en location pour se faire un peu d'argent. Alors c'est vrai, il y a deux dimensions. Il y a un effet, en effet, de crise, mais quand on regarde un peu qui fréquente la plateforme, par exemple Le Bon Coin, vous avez plus de CSP+ sur Le Bon Coin que la majorité des internautes. C'est-à-dire qu'il y a également de nouveaux usages. Le lien à l'autre est en train de changer. Ce n'est pas seulement une révolution technologique, c'est une véritable nouvelle civilisation numérique qui est en train de se mettre en place. On le voit très bien quand on a des enfants, des petits-enfants, ce qui est en train de se passer entre eux, la façon dont ils communiquent. Il y a une extraversion de la société. Personne n'imaginait qu'on soit en lien avec un Japonais, un Argentin, parce qu'on aime une certaine musique et que lui va l'aimer aussi, qu'on soit plus proche d'eux, par exemple, que de notre voisin, tout simplement parce qu'on est en lien et qu'on est en lien sur Facebook ou sur un autre réseau social. Il se passe quelque chose de civilisationnel et c'est déjà justement le plus compliqué, je pense, à comprendre. C'est-à-dire que la lecture actuelle des pouvoirs en place, c'est une lecture de communication de haut en bas, on tweet, on va sur Facebook. C'est des lectures aussi de sécurisation, on essaie de contrôler un peu les choses parce que ça va beaucoup trop vite, on assiste à une accélération du monde bien supérieure au temps de construction de la société. Mais cette partie plus fine, qui est cette partie civilisationnelle, de lien à l'autre, échappe réellement aux personnes qui dirigent les sociétés. Est-ce qu'on peut parler de création destructrice ? Alors moi, j'utilise ce concept, effectivement, en miroir ou en réponse à la destruction créatrice de Schumpeter, qui est un économiste américain, qui expliquait que des cycles d'innovation successifs pouvaient produire à la fois de la création d'emplois et en détruire. Ce que moi je considère aujourd'hui à l'horizon, alors c'est la prospective 2025, malheureusement les perspectives ne sont pas très encourageantes parce que d'une part les facteurs démographiques ne nous sont pas favorables et d'autre part malheureusement la société de l'automatisation, qui est celle que je vais bientôt décrire dans un prochain ouvrage après l'ubérisation, en fait on assiste de plus en plus à le pouvoir grandissant, si vous voulez, des machines et des algorithmes, et ça va avoir comme conséquence d'automatiser, si vous voulez, à la fois des fonctions qui étaient celles occupées par les cols bleus, mais aussi de plus en plus par les cols blancs, et donc ça va avoir effectivement des effets dévastateurs sur l'emploi. Donc on parle de 3,5 millions d'emplois détruits à l'horizon 2025 en France. Les mêmes perspectives assez angoissantes peut-être, mais en tout cas réalistes malgré tout, sont définies et précisées dans un certain nombre d'études aux États-Unis et en Angleterre. Donc c'est les effets un peu pervers induits de cette disruption, de ces innovations de rupture dites destructrices aujourd'hui. Et c'est à ça que les élites, comme vous les appelez dans votre livre, résistent. Alors, résiste, oui. Alors, il y a toujours une résistance quand il y a quelque chose qui change. Voilà, il y a toujours une résistance. Quand on réfléchit à Gutenberg et l'imprimerie, il a imaginé l'imprimerie pour les catholiques. Ce n'est pas du tout les catholiques qui s'en sont emparés. Ce sont les marchands, ce sont les réformés, donc les protestants, donc les gens qui étaient en marge de la société. À chaque fois, c'est la même chose. Les gens qui ont le pouvoir en place ne sont pas vraiment enclins à partager le pouvoir et à remettre en cause leur statut. Sauf que là, il y a une nouveauté, c'est que ça va beaucoup plus vite et que c'est mondial. Donc ça, c'est la nouvelle donne qu'il faut gérer. C'est une révolution, on disait, une évolution qui est en train de se passer. Mais la société de demain, elle va être face à tout ça. Comment est-ce qu'elle peut réagir ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que Laure me rejoindra. Il y a un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre, ou en tout cas, il y a un certain nombre de réflexions qu'on pourrait mener. D'abord sur un plan évidemment politique, sur un plan économique et social, face à cette précarisation qui semble en tout cas se dessiner, parce que c'est inévitable. Ce que Laure décrit, notamment sur la mondialisation, par exemple, des échanges, est aussi valable malheureusement sur la mondialisation et la marchandisation d'un certain nombre, si vous voulez, malheureusement de professions qui aujourd'hui, sur des plateformes, pour les citer, comme Amazon, Mechanical Turk, TaskRabbit ou même en France des gens comme Full Factory proposent, si vous voulez, des prestations de services pour $1 de l'heure. Donc on va devoir faire face à une précarisation, sans doute, peut-être même à une espèce de forme de fin de salariat sur lesquelles des propositions concrètes existent déjà, sont en test et en expérimentation dans les pays, par exemple, des pays comme la Finlande, pardonnez-moi, le Danemark, mais aussi en Suisse, je parle du revenu universel. Ce sont des mesures sur lesquelles il va falloir rapidement réfléchir pour pouvoir lutter contre cette forme de précarisation et de précarité. D'autre part, on peut imaginer que en France comme en Europe, nous ayons le terreau nécessaire pour créer des entreprises, des innovateurs radicaux qui dépassent, moi je suis plutôt pour appeler, entre guillemets, vers une économie beaucoup plus solidaire,
pour mettre en place et au point finalement des startups qui utilisent l'intelligence collective, l'intelligence connectée et qui créent de la valeur beaucoup plus durable que singer et créer, si vous voulez, des startups qui soient des ersatz de startups de la Silicon Valley. Donc je pense qu'on peut à la fois envisager aussi de développer des startups qui soient des startups ancrées en France et en Europe, qui travaillent et qui développent, entre guillemets, une activité sur place à travers des financements locaux, développer également des partenariats privés, publics sur la recherche, ne pas se faire finalement, si vous voulez, en quelque sorte coloniser. Facebook qui s'installe à l'ENS RINRIA, qui pose son laboratoire à des conditions qui sont les leurs, on voit bien que évidemment que l'intelligence et l'excellence scientifique française les intéressent. On peut se poser la question de la même manière, pourquoi finalement nous ne sommes pas capables d'exporter tout ça et de le faire nous-mêmes. Donc oui, on va vers ce type d'évolution aujourd'hui. Laure ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un clivage générationnel. C'est vrai que quand on est né avant la vague, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Mais l'importance, je crois, c'est l'ouverture. Je vois très bien, moi, avec la publication de ce livre, que les gens s'en saisissent. Et des gens, justement, des professions comme des experts comptables qui savent qu'une partie de leur profession va être robotisée dans les prochaines années, mais également des agriculteurs qui se disent que le numérique doit faire partie de leur vie. Donc on voit que le champ est extrêmement large. L'important, c'est d'être ouvert aux signaux faibles, comprendre qu'un peu partout dans le monde, des choses arrivent. Regardez ce qui s'est passé. Napster, il y a 15 ans, c'était 2 petits jeunes qui s'échangeaient des fichiers numériques. On s'est dit c'est illégal, on les a bien stoppés. 15 ans après, l'industrie culturelle est complètement bouleversée. Il se passe la même chose un peu partout. Donc il s'agit d'être agile. Pour les grandes entreprises, c'est extrêmement compliqué. Donc le mot à la mode, c'est pivoter. Comment un grand groupe peut pivoter, comment être agile. La vraie question, c'est qui a les idées dans une structure. Et moi, quand je rencontre des chefs d'entreprise, je leur dis mais comment vous valorisez les gens qui ont des idées, à qui rapporte-t-il? La créativité est un mot-clé actuellement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour parler de ce sujet vraiment très intéressant et qui va encore nous intéresser, je pense, pour plusieurs années. Laure Belot, donc, je rappelle, auteur de La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi, et Bruno Teboul, auteur de Ubérisation égale économie déchirée, point d'interrogation. Tout de suite, un autre journal sur LCI. Restez avec nous.